Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des top 5 de l'année 2020 et aujourd'hui je vais vous parler des contemporains que j'ai préférés cette année. Quand je dis contemporain, peut-être que je fais fausse route sur la classification, mais en tout cas c'est les romans avec des auteurs qui sont encore vivants et qui pour moi sont pas forcément genrés, historiques, romance, comédie, etc. Enfin voilà, j'englobe un petit peu ce que j'appelle la littérature blanche. Je vais vous présenter du coup les 5 livres qui m'ont marqué. Alors effectivement, moi j'utilise Goodreads. Vous avez d'ailleurs en barre d'infos mon pseudo Goodreads sur lesquels je note l'évolution de mes lectures, je les répertorie et je leur donne également des classements avec des petites étoiles. Pour le coup, j'ai pas du tout tenté en fait de récupérer la liste des 5 étoiles. Je me suis mis devant mes bibliothèques et je me suis dit, si on me demandait un conseil sur un livre qui t'a marqué, un contemporain, qu'est-ce que tu choisirais? Et du coup, c'est comme ça que j'ai récupéré ces romans et il n'y a pas forcément de classement, je me souviens pas vraiment des notes que je leur ai données. J'espère que cette vidéo vous plaira, n'hésitez pas à me dire si cette série vous plaît et puis on commence tout de suite. Pour le coup, j'ai aucune idée de l'ordre dans lequel j'ai lu ces romans et je vais les prendre comme ils viennent sur ma pile. Je vais vous parler d'Avec toutes mes sympathies d'Olivia de Lamberthery qui a été une lecture vraiment bouleversante. Je vais pas faire un topo à chaque vidéo, mais je suis très sensible aux romans qui traitent des maladies mentales, qui traitent de la dépression, qui traitent de tout. Voilà, de toutes ces difficultés qu'on peut avoir et surtout moi ce que j'aime c'est pas forcément la personne qui le vit, c'est plus l'observation et l'investissement des personnes autour en fait de l'environnement de la personne. Ça je trouve ça très intéressant, ça met beaucoup de choses en lumière et dans ce roman qui est une histoire vécue, Olivia qui est c'est une critique je crois et une chroniqueuse dans le magazine Elle, et bien elle raconte en fait le suicide de son frère qui a fait plusieurs tentatives de suicide, qui était dépressif, qui était malade, qui a été simultanément trop encadré, pas assez encadré et elle explique en fait tout ce cheminement de son enfance, de son adolescence à ses débuts d'adulte, à ses rechutes, à l'espoir qui était cultivé par ses proches et finalement le pas de trop dans le vide et c'est très très intéressant parce que déjà elle a une plume qui est vraiment magnifique. Moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est que on n'est pas vraiment dans la culpabilisation de la personne qui s'est suicidée. C'est plus quelqu'un qui est face à son chagrin, qui reprend petit à petit le fil des événements et qui essaye de comprendre. Et ça c'est assez intéressant parce que du coup c'est avec un regard assez neuf sur des événements passés qu'Olivia s'est penchée sur le destin de son frère et en fait elle a essayé d'analyser plein de choses, de comprendre plein de choses. On a un petit peu de sa vie forcément parce que il y a certains événements de son frère et de sa maladie qui ont impacté tel ou tel événement de sa vie personnelle et donc on voit un petit peu le fil et j'avais trouvé que c'était très intéressant. Je trouvais qu'on n'était pas du tout dans une plume très lourde, très pathétique qui permet de donner du drame. J'ai trouvé que c'était juste très sensible, très touchant mais pas non plus assommant, donc ça c'est quelque chose où j'ai vraiment aimé la manière dont ça a été écrit. On sent que c'est quelque chose qui devait être écrit, qui s'est presque écrit tout seul en fait, même si je sais, voilà, c'est un peu le fantasme de l'écrivain qui écrit du point A au point Z et c'est terminé, alors qu'il y a des corrections et des corrections, je le sais, mais en tout cas, ça donne la sensation que c'est un roman très vrai qui retranscrit vraiment tout ce qu'elle a vécu et moi j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était vraiment bien écrit et on apporte quand même beaucoup de choses en plus de ça. Je crois qu'il vivait à Montréal. C'était quelqu'un qui était très brillant, qui avait des projets incroyables, comme souvent avec des gens touchés par des dépressions graves comme ça. C'était un hyper créatif, c'était un surdoué, tout ça. Et en fait, ça éclaire sur plein de choses sans avoir un aspect pédagogique assommant. C'est pas culpabilisant, ça culpabilise d'ailleurs personne. Ça culpabilise ni l'entourage qui n'a pas su voir, ni le personnel hospitalier, même si on tire un petit peu la sonnette d'alarme sur certaines personnes qui peuvent ne pas voir. Après on a aussi fait quand même des progrès énormes, mais là elle parle notamment à Montréal où il voulait mourir, il le disait et les médecins l'ont laissé sortir, donc en fait elle pointe ça mais elle culpabilise personne d'autre en fait et elle personnalise pas non plus, elle culpabilise pas non plus la personne qui s'est suicidée et en fait je sais pas comment expliquer mais ce livre il m'a touchée dans son approche parce que
c'était vraiment une femme qui essayait de comprendre, plus qu'elle n'essayait de négocier. Souvent, quand on aborde le cas d'un suicide, il y a toujours bah, qu'est-ce que j'aurais pu faire, qu'est-ce que j'aurais pu pas faire, qu'est-ce que j'aurais dit, machin. Il y a toujours une négociation avec soi-même qui est de toute manière une phase d'acceptation hein, dans le deuil. Mais là, j'ai bien aimé, ça a essayé simplement de recomprendre. Comprendre ce qui s'est passé, comprendre pourquoi dans ce cas de figure c'était pratiquement inéluctable. Et ça a été presque à la fin, moi, la conclusion, j'avais l'impression qu'elle était un petit peu en paix avec son histoire, avec l'histoire de son frère, et qu'on était presque finalement, le point final faisait un petit peu écho à une forme d'acceptation, de compréhension de son frère et d'acceptation de pourquoi pour lui c'était inéluctable. Et c'était passionnant. C'est une lecture qui est poignante, mais moi j'ai trouvé qu'elle était poignante non pas dans le tir à l'arme hein, parce que voilà, elle cherche pas du tout à faire ça Olivia, mais plus dans le fait que c'est un témoignage extrêmement fort, extrêmement bien écrit, extrêmement bien analysé, et vraiment ça fait partie d'une des lectures que je pense que je relirai parce que elle m'a vraiment bluffée. Ensuite, j'ai été très touchée par un livre un petit peu particulier qui n'est pas un roman. C'est un recueil de lettres, les lettres de Pierre Berger à son amour éternel Yves Saint-Laurent. Et alors ça, c'était merveilleux. Je sais que j'en avais parlé dans ma vidéo Update Lecture quand j'évoquais ce roman. Moi, j'aime énormément l'histoire d'Yves Saint-Laurent et de Pierre Berger, auquel je suis vraiment très attachée parce que au-delà de la maison de couture, Yves Saint-Laurent, j'aime son destin, j'aime leur couple, j'aime énormément Pierre Berger et j'aime en fait tout ce qui les a un petit peu passionnés, ce qui fait que je me retrouve beaucoup en fait à chaque fois que je me documente sur eux. Bah, c'est aussi une documentation sur tout le reste, c'est-à-dire sur les œuvres d'art que collectionnait Pierre Berger, qui étaient des œuvres non pas essentiellement comme on pourrait penser de peinture, d'œuvres de plasticiens, mais également de mobilier, des mobiliers art déco, de mobilier voilà, de certaines époques, tout ça. Ils étaient extrêmement passionnés de tout et ils expliquent qu'ils avaient un appartement énorme en fait pour stocker leurs œuvres d'art, leur mobilier incroyable, leurs antiquités, tout ça. Et puis ils ont un attachement très particulier avec Marrakech que je partage parce que voilà, Marrakech c'est une part importante dans ma vie, et avec le jardin Majorelle, tout ça, j'explorais plein de choses en fait, et en fait j'ai des passions qui croisent toujours les leurs, et c'est pour ça que c'est un couple que j'aime énormément. Ce recueil, il retrace les lettres qu'a écrites Pierre Berger au décès de Yves. En fait, c'est un petit peu une manière de lui dire au revoir, un petit peu une manière de conserver cette survivance d'Yves Saint-Laurent dans sa vie, de toujours s'adresser à lui. Et c'est assez touchant parce qu'au travers ces petites lettres qu'il écrit à des moments clés, il y a le jour du décès, il y a le jour de l'enterrement, il y a également le jour en fait de l'énorme vente aux enchères qui avait été organisée par Pierre Berger. Ils ont vendu en fait l'intégralité des œuvres, je crois que c'était à Drouot, il me semble, la salle d'enchères. Et en fait, on suit donc l'organisation de cette vente énorme qui attire tous les collectionneurs du monde entier. Donc on apprend plein de choses, on croise des personnalités particulières, on croise des endroits à Paris un petit peu particuliers pour le monde de l'art. Donc ça c'est absolument passionnant. Mais aussi au travers de ces souvenirs qu'il est en train de mettre en vente, et ben, on retrouve l'histoire des uns et des autres, et puis on découvre un petit peu plus de leur relation que moi je connais pas mal parce que voilà, je me suis beaucoup documentée dessus, mais c'est toujours bon de le voir du point de vue de Pierre et de ses mots, parce qu'il retrace le caractère d'Yves qui était très compliqué quand même. C'était quelqu'un de très passionné, d'incroyablement talentueux, mais qui en même temps était eh bien très électrique, parfois proche de l'hystérie, avec des colères énormes, très difficiles à gérer, dont le personnel avait du mal à suivre. Et en fait, leur relation, elle est assez exceptionnelle. Moi, dans ma conception du couple, qui est la mienne, hein, qui m'est propre et qui n'est pas un jugement quoi, pour moi, je suis toujours absolument épatée, curieuse et vraiment absorbée par les histoires de ces couples, souvent des personnes illustres, des artistes, des écrivains, des musiciens, qui en fait arrivaient à s'aimer toute leur vie en se trompant toute leur vie. Et ça, c'est quelque chose qui dépasse pour moi l'entendement et qui m'émerveille d'une certaine manière, même si je ne prône pas la polygamie et que je ne serais pas à l'aise dans ce genre de relation. Ça m'est tellement différent que ça me captive, parce que
Et bah voilà, je suis toujours émerveillée de lire ça. Alors il parle de ces époques où ils avaient cette relation, ils étaient toujours ensemble, mais chacun avait un amant attitré. Alors on savait pas très bien quel était le couple principal de l'un et des autres. Il explique à quel point ils ont eu du mal à se défaire des uns et des autres. Quand l'un se décidait à ne plus être exclusif, l'autre voulait l'être. Et en fait, il parle de tout ça. Et puis c'est quand même un couple assez exceptionnel, hein. C'est de vous dire les premiers, peut-être pas les premiers, mais en tout cas c'est un couple d'homosexuels dans le milieu de la mode et tout ça. Donc ils ont eu une vie passionnante et vraiment j'ai trouvé que creuser dans l'intime de Pierre Berger et d'Yves Saint Laurent par les mots de Pierre Berger, c'était vraiment superbe. C'est une lecture que j'ai adorée, vraiment. Et Pierre Berger a une écriture merveilleuse, vraiment. J'aime sa manière d'écrire parce qu'à la fois, en fait, c'est vraiment cette beauté d'utiliser des mots très simples, des phrases construites merveilleusement bien, mais sans prétention, sans fioriture, et ça donne des choses très fortes, bouleversantes de sincérité et de sensibilité. Et vraiment, celui-ci, j'ai envie de l'offrir, j'ai envie de le donner, j'ai envie voilà, de le faire partager à tout le monde parce que c'était vraiment génial. Et au-delà de ça, si vous connaissez pas forcément ces deux hommes, si vous n'êtes pas passionné par tout ça, ça reste quand même un beau recueil de lettres de vie, de lettres d'amour, et c'est absolument merveilleux. C'est assez rigolo parce que quand je regarde là mes coups de cœur contemporains, ils tournent tous de manière plus ou moins proche autour d'artistes, c'est assez rigolo. Le prochain dont je vais vous parler, c'est Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid, que j'ai lu en VO mais qui a été publié en grand format aux éditions Charleston et également en poche aux éditions 10-18. Moi j'ai vraiment adoré cette lecture dans laquelle on suit en fait l'histoire d'un groupe fictif pendant les années 60-70, raconté d'une telle manière qu'on pourrait s'y méprendre et avoir envie d'aller écouter les musiques sur Spotify. Alors moi je connais très bien le monde de la musique, je pense avoir une culture musicale assez solide parce que ça me passionne depuis toujours, hein. J'ai écouté les Stones et les Beatles en CM2, donc j'ai fait du chemin depuis. Et en fait ce livre il est génial. Moi j'adore les biopics, j'adore regarder la vie des musiciens. Il y en a eu beaucoup en exergue cette année, enfin je sais plus d'ailleurs si le film je sais pas, Bohemian Rhapsody, je sais plus s'il est sorti en 2019 ou 2020, il y a eu celui d'Elton John, Rocketman, il y en a eu pas mal en fait cette année et moi c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Je me suis passionnée pour celui de Bob Dylan, un de mes films préférés, c'est le biopic sur Johnny Cash, donc Walk the Line, puisque c'est un de mes artistes favoris. J'ai lu des tonnes et des tonnes de biographies, de livres écrits par, pour, autour des musiciens. Enfin voilà, je suis passionnée par ce domaine, et notamment les années 60-70, ceux qui ont accueilli beaucoup de mes musiciens favoris et de mes groupes favoris. Et là, en fait, c'est comme si j'avais découvert la biographie et l'histoire d'un groupe mythique, et c'était exceptionnellement bien fait. Mais vraiment, j'aurais pu m'y méprendre et c'était trop bien. En fait, on suit Daisy Jones qui est une personne, une enfant en fait d'un couple d'artistes. Je crois que la mère est mannequin ou photographe, le père est un milliardaire. Elle a tout pour être heureuse, mais forcément, quand on n'a pas des bases très saines pour se construire, et Daisy Jones, elle va rapidement vriller dans l'alcool, dans les fêtes énormes, dans la drogue, et à côté de ça, elle est extrêmement talentueuse. C'est une parolière exceptionnelle qui a une voix hypnotique, et c'est de toute manière une femme très ensorcelante. Tout le monde la voit quand elle rentre dans une pièce, elle a une peau blanche de poupée, elle a une crinière très longue, flamboyante, et elle a une liberté qui hypnotise. Elle a des créoles énormes, elle est souvent pieds nus, sans soutien-gorge, enfin c'est une femme assez exceptionnelle qu'on peut pas s'empêcher de regarder, qu'on peut pas s'empêcher d'aimer, qu'on peut pas s'empêcher de ressentir une passion énorme. Et c'est donc l'histoire de Daisy Jones et un groupe de musiciens avec à leur tête Billy. C'était à la base un groupe en fait de musiciens, de frères qui s'est un petit peu étoffé. Ils ont connu leur succès, mais avec en fait les aléas des labels et des aspects promotionnels, etc. Et bien le groupe va être amené à fusionner. Et c'est leur histoire qui est assez exceptionnelle là encore une fois, de Daisy, c'est cette femme absolument extrêmement forte, extrêmement perdue, qui va faire des choix désastreux pour elle comme pour les autres. C'est aussi l'histoire de Billy qui est une histoire mais incroyable. Moi j'ai adoré parce que pour avoir beaucoup étudié tous les musiciens, que ce soit Johnny Cash, Bob Dylan, que ce soit tout le monde, c'est tellement plausible l'histoire de Billy. En fait, c'est un garçon qui a fait de la musique, qui s'est marié avec une femme, qui a sombré à cause du succès dans l'alcool, la drogue, les infidélités, et qui un beau jour a tout arrêté. A arrêté l'alcool, a plus rien voulu,
pour rester fidèle à sa femme exceptionnellement forte dans l'ombre, mais qui a une place considérable parce que c'était une personne géniale, qui l'a soutenue, qui lui a pardonné et qui a fait en sorte de fermer les yeux, de les ouvrir quand il fallait. Et en fait, on est dans ce moment-là, en gros, quand Billy fait n'importe quoi, quand Daisy fait n'importe quoi, et quand Billy décide d'arrêter de rester fidèle et sobre. Et c'est le moment où, entre les deux personnages, il va y avoir une connexion très très dangereuse. Et c'est leur histoire. C'est leur histoire au travers des tournées, c'est leur histoire au travers des concerts, c'est leur histoire au travers de leur animosité, de ce côté très animal de la passion interdite, de qui franchira la ligne, quelle ligne d'ailleurs, la ligne de la sobriété, de la fidélité, de l'amour, de la haine. C'est exceptionnel sur fond de description, de représentation musicale, de concerts, d'enregistrement en studio, de travail sur les chansons, sur les paroles. On a en plus de ça énormément de paroles en fait, des chansons, on peut les retrouver à chaque fois et c'était exceptionnel. Vraiment, c'est une lecture que j'ai trouvée passionnante parce que si vous aimez les biopics, si vous aimez les histoires compliquées, si vous aimez suivre les artistes et tout ça, moi j'ai adoré cette lecture et vraiment elle était vraiment trop bien. Ensuite, on continue dans le milieu de la musique, visiblement je vous ai dit, il y a un thème et je vais vous parler de quelques notes d'amour et d'oubli de Graeme Simsion aux éditions Pocket. Et alors je suis assez étonnée moi-même puisque comme je vous l'ai dit, j'ai fonctionné en me disant si on me dit quel livre contemporain tu as lu qui t'a vraiment plu, etc., auquel tu penserais directement, et j'ai pensé à celui-ci. En fait, c'est un livre qui retrace l'histoire d'un garçon qui s'appelle Adam. Et Adam en fait va à Melbourne pour ses études d'informaticien. Il adore la musique, il adore le piano, tout ça, et un beau jour en fait il rentre dans un pub à Melbourne, il commence à jouer du piano et là une femme assez incroyable, hypnotique, qui s'appelle Angelina arrive, se joint à lui pour compléter le piano avec sa voix et c'est une forme de coup de foudre, mais un coup de foudre assez compliqué. Et en fait, on suit Adam 20 ans plus tard, en fait, je crois que c'est ça, c'est 20 ans plus tard ou 15 ans, je sais plus, qui est désormais marié, il approche la quarantaine, il n'a pas d'enfant, il vit un couple, somme toute, avec une routine, il se pense pas malheureux, pas forcément très très heureux, et un beau jour, eh bien, il se sépare de son épouse, ils font une pause, et Angelina réapparaît dans sa vie. Et comment on fait quand on n'a pas oublié l'amour de sa vie, l'amour de sa jeunesse, tout ça? Est-ce qu'on peut tout plaquer, se retrouver? Et en fait, ça va être la rencontre de ces deux personnes qui ont changé, mais pas tant. Donc on va avoir des retours en arrière, enfin en tout cas le déroulé de leur histoire, de ce qui s'est passé, du fait qu'Angelina, à l'époque à Melbourne, c'était une star montante d'une série télévisée qui avait une réputation à tenir, qui était en plus de ça mariée, qui s'est mariée extrêmement jeune dans une situation un petit peu abracadabrante et qui va essayer de combattre toutes les barrières qui se dressent entre eux. Et finalement, c'est au bout d'un moment le côté très inéluctable de la vie, ils se séparent et quand ils reviennent, et là on se retrouve dans une configuration un petit peu spéciale puisque Adam lui est séparé pour le moment de son épouse et Angelina est toujours mariée mais semble aller vers le divorce, on comprend pas trop ses intentions. Et en fait on va découvrir cette espèce de relation entre Adam et Angelina mais également entre son nouvel époux et c'est d'une complexité assez incroyable, mais moi c'est vraiment un roman que j'ai dévoré. J'ai beaucoup aimé aussi la manière dont il s'est terminé parce que on pense toujours que la passion finit dans le drame, qu'elle finit toujours de manière horrible, etc. Et là j'ai trouvé que la chute était beaucoup plus réfléchie, beaucoup plus arrondie et beaucoup plus complexe que ce qu'on peut penser. J'ai beaucoup aimé en fait ces chassés-croisés de vie, c'est des choses que j'aime bien lire en fait dans les romans et j'ai trouvé qu'il était passionnant. Et en plus il était très intéressant parce que pour une fois il était raconté du point de vue d'un homme et c'est un petit peu rare je trouve dans ces livres assez passionnels comme ça d'avoir un homme en fait qui s'exprime et qui raconte. Et j'ai vraiment oublié, j'ai vraiment adoré ce roman qui m'a captivée, que j'ai lu pratiquement d'une traite et que
j'ai trouvé qu'il était assez novateur par rapport à ce que j'ai lu. C'est vraiment ce que je garde de ce roman, c'est que c'est, oui, une énième histoire d'amour, de passion, de jeunesse qui revient, survivance, ou est-ce qu'on abandonne, tout ça. Mais c'était bien fait, c'était bien traité et c'est un roman que j'ai adoré et que je conseille avec plaisir. Enfin, pour terminer ce top 5, je vais vous parler d'un livre que j'ai beaucoup aimé, qui vous intéressera ou pas. Après, je vous conseille quand même de le lire, même si vous ne connaissez pas l'artiste, parce que ça reste un roman de vie qui est assez incroyable. Et je vais vous parler de la vie de David Hockney par Catherine Cusset. Donc Catherine Cusset, c'est déjà une autrice que j'aime énormément, puisqu'elle a écrit un de mes livres préférés qui s'appelle L'autre qu'on adorait. Mais c'est aussi la rencontre avec David Hockney, un peintre illustre qui a d'ailleurs fait il y a 3 ans une exposition assez incroyable à Beaubourg, enfin au centre Pompidou, et on va raconter sa vie assez exceptionnelle parce que c'est un jeune garçon qui est voilà, très comment dire, très surdoué pour la peinture, qui va se faire repérer, aller dans des écoles et qui va petit à petit partir un petit peu plus loin dans des écoles d'art, et au-delà de ça, donc il va aller aux États-Unis où il va faire une grande partie de sa carrière et une grande partie de sa vie. Et là, c'est super chouette parce que on est dans le San Francisco, enfin c'est à Los Angeles, voilà, dans le Los Angeles des artistes dans les années 50 et 70 à peu près, quand il est jeune, c'est ça. Oui, il est né en 37. Donc voilà, dans les années 50-70, avec ce monde de l'art qui est en émulation, qui bouillonne, où tout le monde est artiste, tout le monde est mannequin, tout le monde est plasticien, tout le monde est absolument camé, drogué, alcoolique, mais en même temps tout le monde est fabuleux. C'est ce monde-là, en fait, ce monde des artistes, et c'est également ce monde de l'homosexualité après la Seconde Guerre mondiale, et ça, c'est quand même très très chouette d'explorer tout ça. Moi j'ai adoré ce roman parce que j'ai trouvé que ça faisait pas trop biographie un petit peu assommante. C'était passionnant, comme je le dis pour les lettres d'Yves. Alors les lettres d'Yves, on est dans l'intime quand même de Pierre et Yves, donc je peux comprendre que ça ne passionne pas tout le monde. Mais ce roman de Catherine Cusset, moi je l'ai beaucoup aimé parce que ça racontait... En fait ça aurait pu être... Comme pour Daisy Jones and the Six, ça aurait pu être un personnage qui a existé comme un personnage purement fictif. Et c'était vraiment passionnant. Moi j'ai beaucoup aimé parce que je suis très intéressée par ses œuvres. J'étais d'ailleurs allée à l'exposition qui était vraiment passionnante. J'avais beaucoup aimé. Et je m'étais documentée ensuite. C'est un livre que j'avais vraiment très envie de m'acheter, que j'avais attendu de trouver d'occasion. Mais... voilà, ça parle de tout ce monde-là, ça parle de ses relations difficiles, de la même manière que Pierre-Yves, hein, de ses relations, de certaines qu'on n'oublie jamais. Et puis en plus de ça, là ce qui était très intéressant, c'est que c'était aussi les premiers pas du sida, qu'on ne connaissait pas encore comme on le connaît aujourd'hui, et de tous ses amis en fait qui tombaient, comme il disait, en fait, de cette maladie un petit peu mystérieuse qui semblait sanctionner, comme il disait, les hommes et ceux qui aimaient les gens du même sexe. Et du coup c'était passionnant. Moi, tous ces éléments ont fait que c'était un roman vraiment exceptionnellement bien écrit. On voit vraiment sa vie se dérouler sous nos yeux, et c'était génial. Donc vraiment ça fait partie des lectures qui m'ont marqué étonnamment, parce que voilà, j'ai adoré ce roman et ça a renforcé mon adoration pour David Hockney. Voilà, j'espère que ce top 5 vous aura plu. Moi ça m'a fait plaisir de sortir tous ces livres, de les recroiser et d'essayer de me remémorer tout ce qu'ils ont pu m'apporter, que ce soit en termes de connaissances sur divers domaines. Par exemple dans Vie de David Hockney, on va vraiment approfondir le domaine parfois de la peinture avec des techniques et tout ça, ou voilà, dans Daisy Jones and the Six, la musique, la vie de Pierre Berger, l'organisation des ventes aux enchères, enfin tous ces romans étaient absolument passionnants, et je vois vraiment qu'il y a un point commun entre tous. Ils suivent des personnes, des artistes, des musiciens, des gens assez incroyables avec des personnalités merveilleuses qu'on n'oublie jamais. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées de lecture, parce que voilà, les romans NRF, tout ça, c'est un roman qui coûte cher, que je m'achète pas souvent mais que j'affectionne particulièrement. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si certains titres vous ont attiré, que vous allez en noter dans votre wishlist, ou même que vous allez les acheter directement, hein, vous avez le droit de le faire. N'hésitez pas du coup à mettre un petit pouce, à me laisser un commentaire et à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Je partage toujours les stories Instagram pendant que vous visionnez mes petites vidéos. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très vite.